Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bienvenue dans cette édition. Au sommaire, audience au Palais de la Colombe, le Premier ministre s'est entretenu avec le coordinateur général et actionnaire du projet SMB Simandou. Au menu de la rencontre, l'engagement des partenaires à respecter les clauses du contrat. Nous aurons également les échos du tribunal de première instance de Kaloum sur l'affaire des 2000 numéros matricules. Plusieurs cadres interpellés dans le dossier ont été auditionnés pour trafic de matricules. Enfin, éducation, mise en place d'un code vestimentaire pour les filles dans les établissements d'enseignement supérieur, de nouvelles mesures pour responsabiliser les jeunes filles dans leur façon de s'habiller. C'était là pour les titres. Une fois encore, bienvenue à tous. Nous commençons ce journal par l'agenda du Premier ministre. Mohamed Beyavogui a reçu en audience le coordinateur général et actionnaire du projet SMB Simandou. Ce partenaire minier est venu rassurer les nouvelles autorités de son ambition à réaliser des infrastructures minières tout en améliorant les conditions de vie des populations. Compte rendu Hadi Kamara, Kabasouma, Ousmane Kobele Keita. La Guinée, avec un potentiel exceptionnel en termes de ressources minérales, attire des investisseurs directs étrangers. C'est dans ce cadre que le coordinateur général et actionnaire majoritaire du projet SMB Simandou est reçu ici par le Premier ministre. Au menu de la rencontre, discuter des moyens permettant d'assurer la mobilisation des ressources financières et la finalisation des études de faisabilité en vue d'accélérer la réalisation des infrastructures. Dr Son a présenté le projet à son Excellence le Premier ministre et donc nous l'avons rassuré sur nos intentions de respecter le calendrier et de pouvoir terminer la construction du chemin de fer et de l'ensemble du projet d'ici la fin de l'année 2024. Donc pour un début de production commerciale en 2025. L'exploitation et le développement des blocs 1 et 2 du Simandou, la construction d'un chemin de fer de 670 km et la construction d'un port en eau profonde à Morebaya. Avec le transguinéen et un port en eau profonde, le méga-projet Simandou va impulser le développement socio-économique du pays. Ce sont des investissements qui sont structurants pour le pays avec le développement industriel, non seulement minier mais industriel et agricole. C'est-à-dire que ce sont trois piliers qui peuvent permettre un développement rapide de notre pays. Dans la même veine, le Premier ministre invite la SMB à jouer un vrai partenariat stratégique. Sur ce, Mohamed Beyavogui exige que l'exploitation minière soit combinée au développement industriel et agricole du pays. Il a également insisté sur le fait que la Guinée profite des richesses créées dans les mines. Secteur minier toujours dans sa tournée de prise de contact avec les services relevant de sa juridiction, le ministre des Mines s'est entretenu avec l'Union nationale des orpailleurs de Guinée. Les problèmes qui assaillent le secteur ont été relevés, notamment l'absence de l'État et le besoin de structuration. Valérie Talimane. Il occupe une place importante dans l'économie nationale, cependant négligée. L'orpaillage ou le vieux métier a besoin d'un nouveau souffle. Devant le cabinet du ministre des Mines, l'Union nationale des orpailleurs de Guinée étale une panoplie de préoccupations dont la prise en compte du projet pour la mécanisation du secteur. La mise en place de l'équipe d'encadrement dans les préfectures de Kankan et de Dingrei et le fonctionnement de l'équipe d'encadrement dans les préfectures de Sigiri, Mandiana et de Kouroussa qui était aussi mis à côté. Et nous sommes quand même rassurés avec sa présence. Pour honorer immédiatement la promesse, un impératif est assigné à la Direction nationale des mines. Des instructions fermes ont été données à ma structure pour qu'on commence à trouver les voies et moyens par un schéma à proposer pour la mise en œuvre rapide des mesures à mettre en place pour pouvoir faire une sortie de crise. L'administration minière sort de cette incompréhension. Elle compte restaurer son autorité, mais aussi la confiance entre elle et les orpailleurs, secteur vital dans l'industrie minière. Nous ne voulons plus que les richesses qui sortent du sous-sol guinéen à travers l'exploitation artisanale soient drainées de façon clandestine dans les pays limitrophes. Alors que c'est l'environnement de la République de Guinée qui est détruit, ce sont les cours d'eau qui sont détruits, les cours d'eau, pas les cours d'eau, seulement l'eau souterraine qui est affectée. Alors, pour nous, c'est vraiment une perte totale. La richesse exportée dans les pays voisins
Cependant, la dépravation de nos mœurs, la protection de l'environnement qui fait défaut, et la sécurité. Source de revenus importante, quoique confrontés à d'énormes difficultés de gestion, des terrains à allouer à ce secteur seront bientôt définis et l'octroi des permis suivra pour arriver à une réglementation de l'orpaillage en Guinée. De son côté, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a touché du doigt les conditions de travail dans les services de son département. Elle a par ailleurs échangé avec les cadres sur les nouvelles orientations du ministère. Mohamed Alpha Baldé sous les pas de la ministre. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a débuté sa tournée de prise de contact dans les différents services de son département. Première étape, la Direction nationale des faunes et du capital naturel, l'une des plus anciennes du pays, créée depuis 1934. Puis, nous sommes à la Direction générale du Corps des conservateurs de la nature, de l'Office guinéen du bois en passant par la Direction générale de conformité environnementale. La ministre a touché du doigt les réalités du terrain et écouté les cadres. Elle est venue nous informer de la nouvelle orientation du nouveau gouvernement et nous souscrivons totalement à cette démarche. Et je crois que les cadres ont été largement informés. Chacun va se déployer dans ce sens. 148 cadres. Nous n'avons que 2 bureaux. On n'a pas un seul véhicule pour le suivi des mesures de mitigation auprès des projets de développement. À la Direction nationale des pollutions et nuisances ou encore le programme de gestion durable du capital naturel et la brigade verte, l'Opulama a appelé les différents travailleurs à l'unité, au sens du devoir et au professionnalisme dans le travail. Le constat est que d'abord ça c'est pas facile pour l'efficacité du ministère, que les services soient disséminés un peu partout à travers la ville. 2 mètres carrés, 4 mètres carrés pour 20 personnes, 30 personnes, c'est pas facile à vivre. Parce qu'il faut qu'on s'inscrive dans la dynamique qui a été amorcée le 5 septembre 2021. La dynamique de la refondation de notre État et de la réforme de l'administration. Dans les prochains jours, la patronne du département promet d'œuvrer pour une amélioration durable des conditions de travail dans le strict respect de la protection de l'environnement. Et puis les ministres de l'urbanisme, de l'État et de l'aménagement du territoire, de l'administration du territoire et de la décentralisation, de l'environnement et du développement durable informent qu'à compter de la date de publication du présent communiqué, les occupations par des remblais des domaines publics maritimes, les bordures de cours d'eau sont formellement interdites. Toutefois, les promoteurs titulaires de conventions sur ces domaines sont priés de rapprocher le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement de territoire en vue d'un examen de leur dossier en rapport avec les autres départements signataires du communiqué. Les services techniques et de sécurité de ces ministères sont chargés de veiller à l'application des présentes instructions. Les ministres savent compter sur l'esprit civique de chacun et de tous. Conakry, 23 novembre 2021, pour le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, Ousmane Gawal Diallo pour le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Mori Kondé pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable, Lopou Lama. Développement durable encore, direction la région de Kankan avec le lancement du programme d'amélioration de la desserte en eau potable. Il s'inscrit dans la mission que s'est fixée le gouvernement guinéen à atteindre une grande capacité de production et de distribution d'eau potable en faveur des populations. Reportage Aboubakar Gabi et Eugène Douanamou. Le projet de restauration des sites de production d'eau de Kouroussa et de Kankan, lancé il y a quelque temps, suit son cours normal. Les cadres de la direction technique de la SEG viennent d'entamer une mission d'inspection sur les sites concernés. Ce projet, depuis qu'ils sont arrivés, ils ont beaucoup assisté. Et ils ont beaucoup facilité le paiement des factures de cette société. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près à 80% des travaux. Il faut augmenter la capacité de production et de desserte de la ville de Kankan. Pour réussir cette mission, des gros investissements ont été faits à travers le programme d'amélioration de la desserte en eau potable de la ville de Kankan et de Kouroussa. Le contrat prévoyait à remplacer certaines choses. Là-bas, nous sommes à 95%.
d'exécution des travaux. Deuxième volet, c'est à la station. Là, au niveau de la station, nous sommes à 50%. Troisième volet, c'est le bâtiment que vous voyez comme ça. Là. Il y a 3 sites. Chaque site est doté d'un bâtiment. Quatrième volet, c'est quoi? C'était d'outiller le centre à des outillages pour qu'en cas de panne, au lieu de faire appel à Conakry ou autre, les techniciens en place peuvent intervenir. Je suis venu mettre les installations en route, en marche, pour que la population, qu'il y ait un impact sur la population dans le domaine de l'amélioration de ce projet. Comme à Kankan, à Kouroussa aussi, la mission est sur les sites de production d'eau potable de la zone. Là, les travaux ont déjà abouti à la restauration du volume initial d'eau, qui variait de 600 à 606 mètres cubes d'eau par jour. Vraiment, nous avons un sentiment de satisfaction. Bon, nous avons constaté aussi que vraiment les matériels sont de bonne qualité. Et vu ce qui est fait et le petit constat qu'on a fait par rapport au début actuel des nouveaux travaux, nous sommes environ à 1461. Avant, à Kankan, l'usine produisait 8000 mètres cubes d'eau par jour. Mais aujourd'hui, avec la dégradation des équipements, elle produit que 4000 mètres cubes d'eau par jour. Promotion rurale à présent, les ambitions du chef de l'État et des producteurs convergent vers l'essor du paysanat. C'est le résumé d'une audience accordée par le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, au président de la Chambre nationale d'agriculture. De part et d'autre, l'engagement est renouvelé pour l'accompagnement des acteurs du développement rural. Fodé Camara. Loin d'être une ONG, la Chambre nationale d'agriculture est un établissement public à caractère professionnel. Aujourd'hui, venus de Zérékoré, de Beila, de Labé et des autres régions de la Guinée profonde, ces responsables des chambres régionales d'agriculture sont à Conakry. Ils viennent pour s'enquérir de la marque d'attention du chef de l'État pour le monde rural. Un engagement pour l'accompagnement des producteurs renouvelé par le chef de l'État ce dimanche au cours d'une audience accordée au président de la Chambre nationale d'agriculture. Effectivement, j'ai été reçu ce dimanche par le président Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Il m'a reçu en qualité de président de la Chambre nationale d'agriculture. Il était très très heureux de me recevoir ce dimanche. Donc en retour, il m'a demandé de transmettre au monde rural sa disponibilité à nous accompagner dans tous les domaines. Dans les discussions, on a rappelé que les électeurs ne dépassent pas 6 millions, tandis que le monde rural, c'est minimum les 10 millions. Donc il fait de leur sort, de leur existence, sa préoccupation. Pour cela, il m'a demandé de les transmettre de vive voix ses salutations, ses remerciements pour l'accompagnement et la tranquillité qu'il constate sur le territoire. Donc, c'est à cause de ça qu'il m'a demandé d'inviter la presse pour transmettre au monde rural sa disponibilité de nous accompagner. Il est là pour tous nos problèmes. En retour, comme je sais déjà la position du monde rural, je l'ai transmis notre disponibilité à l'accompagner dans tous les domaines. Comme je l'ai signalé à l'avant, ce qui intéresse le monde rural, c'est la paix, les moyens de travail, les moyens de valorisation de leurs produits. Interface entre l'État et les professionnels des secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture et de l'exploitation forestière, la Chambre nationale d'agriculture constitue l'organe consultatif auprès des pouvoirs publics pour la défense des intérêts des acteurs du développement rural. Je les ai jamais trompés. Et eux aussi, personne ne m'a jamais contredit. Personne n'a jamais douté de ce que j'ai dit. Et ils ont vu le résultat jusqu'à maintenant. Je sais qu'ils souffrent parce que la fonction de président, membre de la Chambre d'agriculture, elle est gratuite. Ils ne sont pas salariés.
ni subventionné et ils continuent à fonctionner. C'est la loi qui dit ça. Donc, comme ils ont confiance en moi, je leur dis qu'avec ce pouvoir, avec ce président que j'ai rencontré, je n'ai même pas reconnu, parce que je suis rentré dans un bureau sauve comme ça, arrêté. Donc celui que j'ai vu comme ça, je sais que tout ce qu'il pourra faire pour le monde rural, il le fera. Donc je demande au monde rural de ne pas s'inquiéter, de l'accompagner. Suffisamment briefés, ces responsables des chambres régionales d'agriculture s'engagent à accomplir leur mission de coordination des actions de promotion rurale pour la mise en œuvre de la politique agricole nationale. Nous avons bien compris le message et nous allons passer ce message à nos mandants dans les préfectures, dans les sous-préfectures et même dans les villages pour mobiliser les paysans, à accompagner les nouvelles autorités pour que l'objectif de sécurité alimentaire soit atteint dans notre pays. On était dans l'impasse, les paysans. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant que notre président, le président de l'Assemblée nationale, a été reçu par le chef de l'État, on se met à sa disposition pour l'accompagner dans tout le processus de la transition. Déjà, l'ouverture des frontières et d'autres mesures de réorganisation des circuits de commercialisation rassurent ces acteurs du développement rural. Les années passées, la fermeture des frontières a énormément bouleversé l'écoulement de nos produits agricoles au niveau de la préfecture de l'Abbé. Maintenant, l'ouverture de ces frontières nous résout à plus d'un titre. Et désormais, on pourra écouler facilement et faire nos commandes d'intrants facilement pour les producteurs. La mission consulaire de la Chambre nationale d'agriculture lui permet de représenter les producteurs en donnant son avis au département du développement rural. Un rôle consultatif qui prend en compte l'intérêt général du monde rural. Restons avec le monde rural. La terre attire aujourd'hui de nombreux passionnés. C'est le cas de Dr Bala Moussa Keita, PDG de Civita. Cette année, par exemple, ce paysan d'Allam a pu valoriser plusieurs hectares de riz dans la sous-préfecture de Baro. La moisson s'annonce bonne. Explication Agley Diallo. Nous sommes à Sérékoroni, dans la sous-préfecture de Baro, préfecture de Kouroussa. Dans ce district, comme dans la plupart des zones agricoles, c'est la période de récolte. Ce champ de 2000 hectares de riz en maturité appartient à Dr Bala Moussa Keita. Depuis plusieurs années, il décide de revenir à la terre pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Cette plaine, elle est à peu près de 3000 et quelques hectares, ça va jusqu'à la rentrée de Pinero de l'autre côté. On a pu faire 2100. Les parents auxquels mon papa a donné certaines parties qui n'arrivent pas à cultiver, il y a une formule d'entente avec eux, donc se mettre de faire des spéciales, comment les aider pour que nous puissions compléter à 3000 hectares ici. En plus de la culture de riz, cet opérateur économique a mis en valeur 30 hectares de maïs, 15 hectares de manioc. En plus de l'agriculture, l'homme s'intéresse aussi à l'élevage. Cette activité agro-pastorale est pour lui une façon de démontrer son amour et son attachement au monde rural. Dans l'avenir, ce paysan leader envisage de mettre en valeur les 6000 hectares de la plaine de Fansan située le long de la rivière Nyandan. L'autre ambition qu'il se fixe, c'est la transformation sur place de toutes ces productions agricoles. Deuxième grand titre de ce journal, le tribunal de première instance de Kaloum poursuit les audiences dans l'affaire des 2000 numéros matricules. Ce lundi, de nombreux cadres mis en cause ont été auditionnés pour trafic de matricules. Cette dynamique enclenchée par le parquet vise à assainir l'administration publique. Kernoyoun Saba. C'est un scandale. 2000 numéros matricules sont détournés de leur véritable titulaire. Des agents de la fonction publique et de l'administration sont entendus pour substitution de noms, faux et usage de faux. Oui, la démarche du collectif est salutaire. Vous savez, au départ, on avait pensé que certains disaient c'est un faux dossier, c'est un faux débat. Mais aujourd'hui, les langues sont en train de se délier
Aujourd'hui, il y a que des personnes, des prévenus viennent à la barre librement, expliquent par quel procédé ils ont fait des substitutions de noms, par quel procédé ils ont revendu le numéro matricule de tel ou de tel bénéficiaire à telle ou telle personne. Donc pour nous, c'est quand même un motif de satisfaction. Ça veut dire que nous ne sommes pas en train, nous, partis civils, ne sommes pas en train d'accuser fortuitement. Dans le dossier, on note des avancées. Ce lundi, plusieurs prévenus sont interrogés. Déjà, des aveux concourent à la manifestation de la vérité. Beaucoup de cadres et d'autres agents de l'administration publique sont atteints par leur comportement, par le jeu qu'ils ont eu à faire, par la substitution des identités qu'ils ont eu à faire, par le trafic de certains matricules. Quoique les actes aient été régulièrement signés par les ministres de la République, il y a eu des agents, certains fonctionnaires, qui sont parvenus, par le biais de la corruption pour les uns, par souci d'aider pour les autres, qui ont eu à prendre des matricules qui appartiennent à tel fonctionnaire au profit de quelqu'un d'autre qui n'est même pas fonctionnaire. Voilà un peu ce que nous avons ici depuis un an. Mais en plus, cette opération au niveau de la fonction publique a fait que l'État, à date, a perdu près de 400 milliards de francs guinéens. Au tribunal de première instance de Kaloum, plusieurs dossiers sont pendants. À l'image de cette affaire, le parquet veut aller plus loin dans la lutte contre les crimes économiques. Et puis le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a échangé avec le coordonnateur du système des Nations Unies en Guinée. Sous la table des discussions, l'accompagnement des agences onusiennes au processus de la transition en cours. Bakary Bamba Condé, explication. Cette prise de contact entre le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et coordonnateur du système des Nations Unies en Guinée a tout d'abord porté sur la poursuite des activités des agences des Nations Unies, l'analyse des programmes en exécution ainsi que les réformes envisagées dans le fonctionnement de ces agences. Le coordinateur du système des Nations Unies a aussi informé le ministre Mori qu'il était venu également recueillir les attentes de son département pour l'accompagnement que ces agences pourraient faire en cette période de transition démocratique en Guinée. Nous attendons d'avoir la feuille de route du gouvernement pour pouvoir véritablement affiner notre accompagnement, mais notre accompagnement se fera sur différents axes stratégiques, notamment sur les aspects d'accompagnement du processus électoral, qui est un des volets extrêmement importants, dont nous avons eu aussi l'occasion de nous entretenir, sur aussi la résilience et le relèvement socio-économique, suite à la pandémie à Covid-19 qui a touché l'économie du pays et les économies mondiales. Très satisfait de la démarche du système des Nations Unies et du franc-parler qui a caractérisé cet entretien, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a en réponse énuméré les grands chantiers de réforme qui ont besoin de l'expertise des agences des Nations Unies. Dans le cadre des réformes engagées par le département dans le domaine du mouvement associatif, dans le domaine des partis politiques, j'ai exprimé le besoin pour nous d'être accompagnés par des experts techniques des Nations Unies pour mettre en place le dispositif digital afin aujourd'hui de permettre à chaque citoyen réuni en association ou en groupe de faire des demandes d'agrément, de pouvoir le faire dans leur maison sans se déplacer et venir au ministère. Et cela permet un peu de mettre fin à ces raquettes. Mais aussi aujourd'hui, vous avez la plupart de nos partis politiques sont taillés à la dimension des communautés et des régions. Donc l'idée de réforme dans l'octroi des agréments des partis politiques permettra de réduire à coup sûr cette réalité ethnique qui se transpose sur le paysage politique guinéen. Aussi, l'un des éléments de notre discussion était vraiment la mutualisation des ressources au niveau de l'appui des partenaires. Le ministre de l'administration et de la décentralisation a, au nom du président de la transition, remercié l'ensemble des agences des Nations Unies pour tous les efforts consentis en faveur de la population guinéenne. Comment booster les entreprises guinéennes vers la compétitivité à l'international? Pour résoudre la problématique, l'ONFP mise sur la qualification des ressources humaines. À cet effet, une série de formations est lancée à l'endroit de certaines entreprises. Cette première étape touche les travailleurs de la Société navale de Guinée et ceux de la Banque africaine Lise. Reportage Moussa Komara. En Guinée,
Plus de 460 entreprises de sécurité privées opèrent. Mais leur talon d'Achille reste la formation du personnel. Alors qu'en 2020, une loi a été adoptée pour les exiger à s'investir dans la qualification de leurs employés. La société navale est dans la dynamique. L'entreprise espère certifier ses agents en cycle par APS, un programme homologué qui pourrait leur permettre de sortir de l'informel. Cette formation de nos agents de sécurité, c'est surtout dans le cadre de renforcement de leurs capacités, afin de mieux être productifs au niveau de leur poste de travail et surtout avoir la maîtrise parfaite de ce corps de métier qui tend aujourd'hui à migrer vers l'informel, alors que c'est un métier qui doit être formalisé et adapté conformément aux exigences du poste. Avec le concours de cet expert, ils seront en mesure d'exercer leur métier dans le plus grand professionnalisme. Nous allons voir la déontologie liée au métier également. Nous allons voir comment est-ce que les gens doivent se réellement, la réintervention, quel est son rôle, doit connaître les règles juridiques également d'application avant de commencer le travail. À African Lease, ces employés aussi apprennent le vocabulaire financier, une thématique qui leur permettra de comprendre toutes les informations financières, la comptabilité, l'analyse de l'équilibre financier d'une entité ou encore la rentabilité. L'Office national de formation et de perfectionnement professionnel accompagne financièrement le processus. Aujourd'hui, on peut être satisfait du travail fourni par les équipes, on peut être satisfait parce que les entreprises aussi sont satisfaites de la qualité de nos prestations, non seulement nos prestations en termes de financement de la formation professionnelle, mais aussi les prestations de ceux qui forment. La compétitivité des entreprises assujetties reste un défi quotidien pour l'Office. Le processus va se poursuivre dans l'espoir d'impacter le maximum des cibles. Éducation, quel mode vestimentaire pour les filles dans nos universités? De nouvelles mesures sont mises en place cette année à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Une stratégie qui vise à responsabiliser les jeunes filles dans leur façon de s'habiller. Mais malgré les efforts, on constate toujours des cas de résistance. Taouda Tabansila et la Jiaya Silla. Il y a seulement 3 semaines depuis que les cours ont repris dans les universités et instituts supérieurs du pays. Cette année, la rentrée coïncide avec de nouvelles mesures. C'est le cas notamment à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Sur ce campus, plusieurs types d'habillement ne font plus partie du mode vestimentaire. Des réformes qui ont encore du mal à s'insérer dans les habitudes. Tout le monde n'appréciera pas de la même façon. Ça, au moins, c'est clair. C'est pourquoi je parle de réticence. Il y en a. Et puis, ces gens ne sont pas très... Peut-être que, je ne sais pas, vous êtes tombé sur 1 cas, 2 cas, 3 cas. Mais sur combien? Sur près de 20 000. Notre société a des valeurs. Nous avons pensé qu'il ne faut pas trop s'éloigner de ces valeurs qui ont fait de nous des êtres respectables. Difficilement on suit les cours à cause des habillements et tout. Même si tu as un tout petit problème, on te met au dehors, on te dit de partir à la maison et tu perds le cours au fait. À Lambagny, l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, ISEG, est le précurseur de ces mesures. Dans ce centre éducatif, encadreurs et étudiants se félicitent aujourd'hui de l'adoption de ces comportements par d'autres établissements. Je crois que ces mesures-là sont bonnes et puis voir les autres comme nous aussi c'est bien, mais les étudiants doivent bien s'habiller. L'ISEG est un centre d'éducation. C'est ici que nous formons les enseignants chargés de former les élèves au collège et au lycée. Que ces étudiants, durant leur séjour, apprennent à s'habiller n'importe comment et être des professeurs devant des élèves. Nous pensons que ce n'est pas du tout normal. Notre société incarne des valeurs. Pour ces encadreurs, les bonnes habitudes vestimentaires léguées par nos ancêtres doivent résister malgré la pression des civilisations extérieures, surtout pour des apprenants. Les étudiants doivent savoir que ces mesures-là ne sont pas contre eux. Ce sont des mesures qui les préparent à la vie courante. Ce sont des mesures qui les préparent en tant que cadre, en tant que responsable de ce pays. Il y a un surveillant général qui est dégagé pour pouvoir vraiment veiller au mode vestimentaire, qui part dans toutes les classes pour vérifier si un étudiant est correctement habillé, oui ou non. Les pantalons baissés, les habits moulants, les coiffures en tignasse, les jupettes sont entre autres types d'habits qui sont aujourd'hui interdits dans ces universités.
Lutte contre les violences basées sur le genre, Plan International Guinée vient de procéder au lancement du projet Sauvons les filles des mutilations génitales féminines. Financé par Plan Allemagne, ce programme touchera 23 districts ciblés dans la préfecture de Koya. Et c'est pour interpeller l'opinion nationale à combattre la violence sous toutes ses formes. Mangué Dantumasuma. Dans les préfectures de Guéguédou, Kissidougou et Koya, plus de 1500 filles, selon les données de Plan International Guinée, sont déjà sauvées des mutilations génitales féminines et une centaine d'exciseuses sont reconverties et accompagnées. Mais le tableau reste toujours sombre malgré ces efforts. Malgré les efforts déployés par l'État et ses partenaires techniques et financiers dans la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines, la Guinée est encore identifiée comme deuxième pays au monde avec la plus forte prévalence parmi la trentaine des pays conservateurs de la pratique. Suite à l'analyse situationnelle avec les parties prenantes, Plan International Guinée a inscrit dans son plan stratégique quinquennal la poursuite du dialogue pour de meilleurs résultats. En tant que filles, si nous vivons dans nos différentes communautés et qu'il n'y a pas d'égalité, on nous marginalise, c'est pourquoi nous lançons des appels de sensibilisation, des ripostes pour dire que oui, nous devrions vivre aussi dans les différentes communautés sans violence. Aider les entités à lutter contre les mutilations génitales féminines, établir l'égalité dans un monde où les filles peuvent vivre, aimer et diriger sans crainte de discrimination sont entre autres objectifs visés par ce projet piloté par Plan International Guinée. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre ce journal, nous allons vous donner le contenu de ce décret qui vient de nous parvenir. Décret D 2021-01-20 PRG SGG portant mise à la retraite de certains éléments du corps des conservateurs de la nature. Le président de la transition, vu la charte de la transition en date du 27 septembre 2021, vu la loi L 2018-025 du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 001 du 5 septembre 2021 du CNRD portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur. Vu le décret D 2021-008 PRG CNRD du 6 octobre 2021 portant nomination d'un Premier ministre chef de gouvernement, vu le décret D 2021-0036 PRG CNRD du 21 octobre 2021 portant nomination du ministre de l'Environnement et du Développement durable, décrète. Article 1er, conformément aux dispositions des articles 53 et 54, titre 7 du décret D 2011 numéro 295 PRG SGG portant statut particulier du corps paramilitaire des conservateurs de la nature, 427 éléments dont les prénoms et noms seront affichés au ministère de l'Environnement sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Article 2. Les régimes des pensions sont fixés par le Code des pensions de la retraite et d'invalidité conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires en République de Guinée. Article 3. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, le ministre de l'Emploi et de la fonction publique, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application correcte de ce décret qui prend effet à compter de sa date de signature. Conakry, 23 novembre 2021, colonel Mamadi Doumbouya, président de la République. Et cette note de service portant organisation du fonctionnement temporaire du commandement au corps des conservateurs de la nature. Article 1er, suite au décret D 2021-021 PRGSGG du 23 novembre 2021 portant mise à la retraite de certains cadres du corps des conservateurs de la nature, le commandement est organisé comme suit. Cas de mise à la retraite du premier chef, l'adjoint assume automatiquement le commandement en tant qu'intérimaire.
cas de mise à la retraite des 2 premiers chefs, le cadre le plus ancien dans le grade le plus élevé assume le commandement en tant qu'intérimaire. Article 2, la présente note de service prend effet à compter de sa date de signature. Fait à Conakry, 23 novembre 2021, la ministre Mme Lopou Lama. Cet autre combat porte sur la migration. L'Afrique va vibrer au son du Festival international du film sur ce phénomène. Ce festival va servir d'espace de dialogue et l'événement se déroulera du 20 novembre au 18 décembre 2021. Compte rendu, Fatmatou Batouli Diallo, Ousmane Ba. Pour cette 6e édition du Festival international du film sur la migration, 14 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont le Tchad et la Guinée, présentent des films sur les perspectives et défis de la migration. Plusieurs films seront en compétition, une sélection qui prend en compte la beauté et les défis de la migration vécue par ceux qui recherchent une vie meilleure dans d'autres pays. C'est cinéma, c'est fiction, mais c'est basé sur une réalité malheureuse de voir les jeunes à quitter, les parents à quitter aussi pour chercher leurs enfants qui ont quitté et tous les aspects de risque et les aspects négatifs autour de ces voyages très risqués. À travers des courts et longs métrages réalisés par des migrants retournés, l'OIM et ses partenaires espèrent prévenir de potentiels migrants sur les conséquences liées à ce phénomène. Et côté prison, j'ai passé des nuits. Comment faire cette mise en scène, comment réfléchir, comment. Et je me suis rappelé un peu, j'ai rencontré des amis à la Mauritanie qui m'ont expliqué comment ils étaient maltraités en Libye, comment ils ont été violés. Prendre la route, prendre le désert, prendre la pirogue, je le déconseille. Et ce qui est mauvais, c'est que là, beaucoup de gens sont morts, mais les parents ne savent même pas s'ils sont morts. Le Festival international du film sur la migration est une initiative innovante qui facilite les discussions sur la migration par le biais de la narration. En Guinée, les films seront projetés dans les universités, les écoles et les salles de cinéma à Conakry, Mamou, Labé, Kankan et Nzérekouré. Enfin, dossier Massila, après les condoléances d'usage des membres du gouvernement dans la famille mortuaire, c'est au tour des citoyens de Conakry de compatir à cette tragédie nationale. Une compassion exprimée par la gouverneure de la ville à la famille de la défunte, Moussa Bangora. Une délégation du gouvernorat de Conakry et de la mairie de Matoto dans la famille de Massila, victime de viol décédé en Tunisie. Cette délégation est venue présenter les condoléances d'usage à la famille Silla, à Antanor, dans la commune de Matoto. En tant que gouverneur de la ville de Conakry, mais aussi en tant que mère de famille, je ne peux pas rester sans venir auprès de la famille éplorée pour présenter les condoléances au nom de toute la population de Conakry. Toutes les femmes aujourd'hui sont choquées. On est venu par la volonté de Dieu. On quitte ce monde par la volonté de Dieu. Touchée par la compassion, la famille Silla remercie le gouvernement et le président de la transition pour le soutien apporté. Maintenant j'ai pardonné parce que si quelqu'un dit toi un musulman il faut pardonner à cause de Dieu, tu vas pardonner. Parce que le paradis c'est pour Dieu, c'est pas pour nous. C'est lui qui va donner le bonheur, c'est lui qui va donner le malheur. Aujourd'hui c'est comme ça que ça s'est passé. Vraiment j'ai remercié le monde qui sont venus avec ma famille. Depuis que Silla a été admis à l'hôpital, le monde entier, les organisations de défense des droits de l'homme, le gouvernorat et en l'occurrence son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président de la Transition, ont effectué le déplacement. La famille se réjouit de leur déplacement. La dépouille de Massila est attendue ce mardi en provenance de Tunisie. Les obsèques et autres séries d'hommages seront organisées et des prières seront dites pour le repos de son âme. Paix à l'âme de Massila et que justice soit rendue. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Grand merci à vous pour votre précieuse attention. Je vous souhaite du plaisir en compagnie de nos programmes. À demain.